Ben, merci beaucoup. Je suis très, très heureux et très honoré d'avoir l'occasion de donner ce séminaire au Collège de France. Et donc, je vais vous parler de méthode numérique pour les flots de gradient dans l'espace de Wasserstein. Et c'est aussi l'occasion de faire un peu de publicité pour l'équipe projet Mocaplan entre INRIA et le CEREMAD, récemment créé à l'initiative de Jean-David Benamou. Et tout ce que je vais raconter, en tout cas sur la partie numérique, est le résultat de travaux vraiment collectifs au sein de cette équipe qui s'occupe en gros de développer des méthodes effectives et efficaces pour des problèmes liés au transport optimal, les flots gradients en faisant partie. Donc j'indique ici un certain nombre de co-auteurs qui sont tous dans l'équipe Mocaplan, donc Jean-David Benamou, Quentin Mérigot, Gabriel Perret, Vincent Duval, Maxime Laborde et Bernard Schmitzer. Bien. Alors, le point de départ de tout ce que je vais raconter, c'est la distance de Wasserstein. Je t'ai vu un peu sourire, j'ai vu ton premier cours cette année, donc tu as reparlé de ces distances de transport optimal. La distance de Wasserstein entre mesures de probabilité, qui s'appelle distance de Wasserstein, je ne suis pas très courageux, je reprends le terme qui est le plus utilisé dans la littérature. Ce n'est pas très juste, parce que ce n'est certainement pas Wasserstein qui a inventé ces distances. Enfin bon. Je reprends l'usage. Donc, on a deux mesures de probabilité, disons, ayant des moments d'ordre de fini, ρ0 et ρ1 sur RD. La distance de Wasserstein 2 au carré entre ces mesures de probabilité, c'est la manière la plus efficace qui minimise le coût de transport quadratique de transporter la première sur la seconde. Ce qui veut dire que c'est l'infimum sur tout ce qu'on appelle les plans de transport entre ρ0 et ρ1, ce sont les mesures sur RD croix RD, dont la première marge est ρ0 et la deuxième marge est ρ1, de cette quantité qui est linéaire par rapport à gamma, qui est l'intégrale du déplacement au carré. Okay, et c'est bien W2 est bien une distance sur l'espace des mesures de probabilité de second moment fini, qui en gros maîtrise la convergence étroite des mesures. Il faut un petit peu plus, il faut la convergence des moments. Donc c'est bien un espace métrique, P2 muni de cette distance. Alors premier résultat important qui a été un peu à l'origine de l'essor de cette théorie, en particulier depuis les années 90, c'est le résultat de Yann Brenier, qui dit que pour peu que la mesure initiale ρ0 ait un petit peu de régularité, disons soit absolument continue par rapport à la mesure de Lebesgue, eh bien il y a une et une seule solution du problème que je montrais tout à l'heure. Il y a un seul plan de transport optimal pour le coût quadratique entre ρ0 et ρ1. Et ce plan est caractérisé et déterministe. En fait, toute la masse qui est en x est envoyée sur une destination t de x, qui est entièrement caractérisée par le fait que cette application de transport est le gradient d'une fonction convexe. Donc c'est d'une certaine manière la monotonie en dimension supérieure à 1. Donc à partir de ce résultat de Yann Brenier, on voit bien tout de suite une connexion avec des EDP, en l'occurrence avec l'équation de Monge-Ampère, parce que si vous combinez les deux informations, que l'optimalité dans le transport optimal vous est donnée par un gradient de fonction convexe et que la contrainte c'est de préserver la masse, donc il y a une équation de Jacobien prescrit derrière, vous voyez que la solution du problème de transport optimal est caractérisée par cette équation de Monge-Ampère qui exprime le fait que le gradient de U, le gradient d'un potentiel convexe, transporte ρ0 sur ρ1. Okay, bien, évidemment, il y a toute une théorie initiée par Luis Caffarelli sur la régularité des solutions de ce problème de Monge-Ampère. Je n'indique pas les conditions limites, elles sont un peu curieuses pour le transport optimal, enfin elles sont un peu pas très canonique. La condition limite attachée à cette équation, c'est le fait que le gradient de la solution envoie le support de la mesure de départ vers le support de la mesure d'arrivée. Okay, donc c'est une espèce de contrainte globale qui se substitue à des conditions aux limites ici. Alors, autre résultat qui joue un rôle important, vous le verrez par la suite, c'est la formulation dynamique de cette distance de Wasserstein au carré. Donc ça, c'est la formule qu'en général on appelle formule de Benamou-Brenier, parce qu'elle a été découverte par Yann et Jean-David, et qui exprime la distance de Wasserstein au carré entre ρ0 et ρ1 comme la valeur d'un problème
de minimisation qui consiste à minimiser parmi les couples ρV cette intégrale, l'intégrale de V carré ρ, donc c'est l'énergie cinétique, ρ et V étant liés par l'équation de continuité. Donc dθ plus div de ρV égale 0, ce qui dit en gros, si V a un peu de régularité, que ρ à l'instant t, c'est l'image de ρ0 par le flot du champ de vecteur V. Et évidemment, dans les conditions aux limites, la courbe ρt doit relier ρ0 à l'instant 0 à ρ1 à l'instant 1. Alors un point important à partir de cette formule, c'est que on voit qu'on a un point de vue un petit peu différent sur le transport optimal. On voit qu'exprimer la distance de Wasserstein au carré entre deux points dans l'espace des mesures, par cette formule, vous voyez tout de suite que ça a une structure un peu formelle de distance riemannienne. Et on voit qu'on est en train de parler de courbes, de champs de vecteurs, de courbes tracées sur l'espace de Wasserstein. Et cette formule exprime une structure formelle de variété riemannienne sur l'espace de Wasserstein. Okay, la métrique est aussi claire sur cette formule. Si vous interprétez le champ de vecteur V comme ρ point, d'une certaine manière, vous voyez que la métrique riemannienne sur le tangent, c'est celle qui vient du produit scalaire L2 de ρ. Okay, alors une fois qu'on a ce changement de point de vue en tête, il est très très tentant de faire un certain calcul différentiel à partir de cette structure riemannienne formelle. C'est un point de vue qui a été notamment développé par Félix Otto. Et en particulier, on peut s'intéresser à intégrer des champs de vecteurs, à regarder des équadifs dans l'espace de Wasserstein, et en particulier des équadifs qui ont une structure de flot de gradient. Donc l'observation qui avait été faite à partir de là, c'est de dire que si vous pensez que vous avez une énergie, une certaine fonctionnelle définie sur l'espace de Wasserstein, une équation d'évolution qui s'écrit sous la forme dθ égale div de ρ grade, donc c'est le gradient en x, de E' de ρ, peut être vue pour cette structure riemannienne formelle, je donnerai un peu plus de détails par la suite, peut être vue comme le flot gradient de l'énergie E. Okay, alors l'exemple un peu emblématique, c'est celui où vous pensez que E de ρ, c'est l'intégrale de ρ log ρ, l'entropie. À ce moment-là, l'équation qui est là, ce n'est rien d'autre que l'équation de la chaleur, et vous avez l'interprétation de l'équation de la chaleur comme étant le flot de l'entropie, mais pour la structure riemannienne, entre guillemets, associée à cette distance de Wasserstein 2. Okay, alors, l'article et sur lequel je me baserai un peu pour donner des explications sur ce qu'on cherche à faire aussi numériquement, qui détaille ça de manière pas formelle, de manière rigoureuse, à partir d'ailleurs d'un schéma de l'air semi-implicite que je vais détailler. C'est un article de Jordan, Kinderlehrer et Otto pour l'équation de Fokker-Planck, donc dθ moins Laplacien ρ égale div de ρ gradient V, qui peut être vu comme le flot de gradient pour l'espace pour la métrique W2 de l'entropie relative, l'intégrale de ρ log ρ plus V ρ, vous pouvez faire rentrer le potentiel dans le log, c'est l'entropie relative de ρ par rapport à la mesure d'équilibre et puissance moins V. Okay, alors, je repasserai je donnerai quelques exemples par la suite. Je donnerai un petit peu une revue des exemples et de ce qu'on peut traiter ou ce qui reste à traiter sur le plan numérique. J'indique au passage que la théorie s'est extrêmement développée. Il serait impossible de donner des références complètes. Néanmoins, il y a des livres maintenant de référence, comme les livres de Cédric Villani, comme plus spécifiquement sur la théorie des flots gradients dans l'espace de Wasserstein, le livre d'Ambrosio Gigli et Savare. Et plus récemment, il y a un livre qui vient de sortir de Filippo Sant'Ambrogio, qui fait avec un parti pris plus matapli. On ne parle pas beaucoup de courbure de Ricci dans ce livre. C'est un peu un parti pris militant de Filippo. Néanmoins, l'observation qu'on peut faire, c'est qu'il y a souvent un peu un décalage entre l'avancement de la théorie qui est très, très développée et les méthodes numériques disponibles. Bien. Alors, la première chose que je vais commencer par faire, c'est voir comment est-ce qu'on peut, en gros, détailler le schéma un peu constructif qui avait été mis en œuvre par Jordan, Kinderlehrer et Otto. On va le mettre en œuvre sur un exemple et puis voir
quel type d'équation rentre dans ce formalisme des flots gradients dans l'espace de Wasserstein. Et ensuite, je détaillerai 3 méthodes numériques effectives pour résoudre, à partir de ce genre d'idées, des flots gradients effectivement. Donc, 3 méthodes assez différentes. La première, discrétisation de l'opérateur de Monge-Ampère, c'est une méthode lagrangienne qui repose sur des idées de géométrie algorithmique, je serai plus précis. Une deuxième méthode qui consiste à régulariser un peu le problème en rajoutant une entropie, et on verra que ça a des propriétés un peu particulières. Et la dernière partie, dernière méthode que je détaillerai, sera consacrée à, disons, une méthode de type dualité convexe, qui est basée sur la formule de Benhamou-Brognier, la formulation dynamique du transport optimal que j'indiquais il y a un instant. Bien. Alors, comment ça marche? Comment Jordan, Kinderlehrer et Otto ont fait un lien assez clair entre toutes ces équations d'évolution, par exemple Fokker-Planck, et des flots gradients dans l'espace de Wasserstein. Alors, il n'est pas inutile, même si ce slide est un peu démagogique, de reprendre l'exemple très simple d'un flot gradient dans RD ou dans un espace de Hilbert. Imaginez que vous ayez une fonctionnelle, disons C1, peu importe, sur RD, E, et que vous vouliez discrétiser la solution du problème de Cauchy pour x point égale moins grade de E de x de t. Alors, quand on discrétise, on se donne un petit pas de tantôt. Si l'on discrétise de manière implicite cette équation, on tombe sur xk plus 1 moins xk sur tau égale moins le gradient de E en xk plus 1, et on se rend compte que ça, c'est exactement l'équation d'Euler-Lagrange du problème qui consiste à construire récursivement, partant de la condition x0, une suite xk en minimisant 1 sur 2 taux la distance au carré au précédent, plus l'énergie E. D'accord? Et quand on a écrit ça, on se rend compte que finalement, on pourrait regarder, on se rend compte, c'est d'ailleurs une idée classique qui avait été notamment beaucoup développée par De Giorgi, que le rôle de la distance euclidienne n'est pas spécifique, on pourrait s'intéresser à des distances plus générales et appliquer un schéma de ce type dans des espaces métriques, et en particulier dans l'espace de Wasserstein. Alors c'est exactement ce que fait le schéma d'IJKO, Jordan, Kinderlehrer et Otto. On se donne une énergie E, on part d'une condition initiale, on veut approcher, en un sens que je vais préciser, une courbe qui est solution de l'équation d'évolution d'hétéro égale div de grade de E' de ρ. Et ce que l'on fait, c'est qu'on construit comme ça, de manière récursive, une suite de mesures de probabilité, ρk, ρk plus 1 étant le minimiseur de 1 sur 2 taux. La norme L2 est remplacée par la distance W2, donc la distance de Wasserstein au carré au précédent, plus notre énergie. D'accord? Alors, pour simplifier, je vais juste prendre juste pour donner les grandes idées, c'est des arguments qui s'adaptent à une grande variété de situations. Je vais prendre le cas d'une énergie interne, E de ρ égale l'intégrale de U de ρ de x dx, avec un intégrand convexe nul en 0, et puis pensez, par exemple, c'est une puissance qui correspond à l'équation des milieux poreux. Alors, ok, comment ça marche? Je voudrais passer un tout petit peu de temps pour expliquer pourquoi ce schéma a des chances de ressembler à l'équation d'évolution qui est écrite en haut du transparent qui est là. Alors, oui, alors retour un peu sur l'équation, on voit bien que c'est une équation de diffusion non linéaire. Vous avez votre fonctionnel U, vous pouvez lui associer une pression. Si vous avez U, vous pouvez définir P de ρ comme étant ρU' de ρ moins U de ρ, c'est la pression associée à cette énergie interne, qui dans le cas où U est une puissance, correspond à l'équation d'hétéro égale Laplacien de ρm, qui est l'équation des milieux poreux. De manière générale, l'équation de diffusion non linéaire qui correspond au flot gradient, c'est d'hétéro égale le Laplacien de la pression de ρ. Bien. Alors revenons un peu à notre schéma de l'air implicite, le schéma JKO, et voyons en quoi il ressemble à une discrétisation et il va converger vers une solution de l'équation de diffusion non linéaire qui est là. Alors la première chose à voir, c'est vous êtes en train de minimiser la somme de deux termes, un terme de transport et un terme qui est plus simple, une intégrale donnée par, disons, une fonction convexe. On a une équation de l'air Lagrange qui donne une espèce de balance entre le terme de transport
et le gradient de l'énergie interne, et qui s'exprime avec le transport optimal en disant que 1 sur tau, le pas de temps, le déplacement, donc SK plus 1, c'est le transport optimal de ρk plus 1 sur ρk, la mesure construite au pas précédent. Ce terme-là, multiplié par ρ, donc vous voyez, c'est homogène à une vitesse, hein, c'est un peu le terme ρv dans l'équation d'hétéro plus diff de ρv égale 0. Ceci est complètement balancé par moins le gradient de U' en ρ fois ρ, qui est moins le gradient de la pression. Okay, donc on a déjà une première estimation, on a envie d'intégrer cette équation de L'Euler-Lagrange entre les instants k tau et k plus 1 tau, et on intègre en espace. On voit que ça donne tout de suite un contrôle d'une quantité qui est en fait, la norme du gradient de la pression en termes de la distance de Wasserstein entre les deux éléments successifs, ρk et ρk plus 1. Bien. Le deuxième truc, c'est juste par optimalité, comme ρk plus 1 minimise 1 sur 2 tau la distance au carré à ρk plus l'énergie, on a une estimation évidente qu'on contrôle la distance de Wasserstein au carré entre deux termes successifs comme les incréments de l'énergie. D'accord ? Et alors maintenant, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir sommer, c'est juste une somme télescopique, c'est vraiment la structure gradient au niveau discret qui se traduit ici, et qui nous dit que la somme des distances de Wasserstein au carré, quand on les somme, disons, sur un nombre de pas de temps qui est de l'ordre de 1 sur tau, tout ceci, c'est contrôlé par une constante fois le pas de temps. Alors, si vous combinez donc là, on voit tout de suite qu'on a de la compacité sur la suite que l'on génère par cette méthode. On a la première inégalité 2, c'est une espèce d'estimation H1 en temps, si on veut. Ça donne en particulier un comportement Hölder C0,5 en temps de la suite que l'on construit. Quant à l'autre estimation que j'avais, qui venait de l'équation de L'Euler-Lagrange, elle vous donne en gros un contrôle L1 en temps à valeur dans BV pour la pression. Donc vous avez de la compacité en temps, de la compacité en espace. Ça va vous donner par des arguments, disons bien connus, type théorème d'Aubin-Lyons, Simon, et puis là, il faut faire un peu attention parce qu'on est dans un cadre un petit peu métrique, on a des estimations avec la distance de Wasserstein. Mais ce genre de résultat s'adapte à ce cas. Il y avait un article de Savary et Rossi sur ce genre d'estimation. Vous dit qu'en gros, vous avez de la compacité forte dans L1 des pressions que vous construisez comme ça à partir de ce schéma discret. Alors, ça, c'est pour les estimations a priori. Maintenant, pourquoi cette suite ρ-tau que l'on génère à partir d'un schéma de l'air implicite converge vers une solution de l'équation de diffusion? C'est assez simple. En fait, on va mettre bout à bout les différentes équations de L'Euler-Lagrange que l'on obtient à chaque étape. On prend une fonction test phi, on intègre dt phi contre ρ-tau. ρ-tau, c'est l'extension, je ne l'ai pas dit, mais c'est une suite constante par morceau qui vaut ρk plus 1 sur l'intervalle de temps k tau, k plus 1 tau, de sorte que cette intégrale, c'est juste une somme discrète aux instants où la mesure saute. Donc c'est la somme des intégrales de phi que multiplie ρk plus 1 moins ρk. Maintenant, cette différence ρk plus 1 moins ρk, vous connaissez un transport optimal qui envoie ρk plus 1 sur ρk, c'est le transport que j'avais noté sk plus 1, et qui intervenait dans l'équation de L'Euler-Lagrange. Donc vous pouvez exprimer toutes ces intégrales comme étant l'intégrale de phi au point y moins phi au point sk plus 1 de y multiplié par ρ. Ça, c'est à peu près la même chose. Vous faites un développement de Taylor à l'ordre 2. C'est à peu près la même chose. Ce qui va venir à l'ordre 2 tend vers 0 avec les estimations qu'on avait avant. C'est à peu près la même chose que l'intégrale du gradient de phi contre y moins sk plus 1. Donc ça, c'est sk plus 1 étant le transport optimal. Et ça, l'équation de L'Euler-Lagrange nous dit que c'est à peu près le gradient de la pression. Donc, l'équation de L'Euler-Lagrange au niveau discret vous dit l'intégrale de dt phi ρ-tau se comporte à peu près comme l'intégrale en temps et en espace de Laplacien phi contre p. Donc ça veut dire, comme on a de la compacité forte, que quand on fait tendre tau vers 0, ρ-tau va converger vers une solution de l'équation de diffusion qui est ici. Bien. Alors,
voilà les ingrédients. Vous voyez que c'est une preuve constructive qui peut s'adapter à des situations, des fonctionnels un peu plus générales. On peut rajouter, ici je n'avais mis qu'une énergie intégrale de U de ρ, on peut très bien rajouter un potentiel. On peut aussi rajouter des termes d'interaction qui s'expriment ici comme une intégrale double, intégrale de W convolue avec ρ contre ρ. Donc ça, c'est des choses qui interviennent assez naturellement dans la modélisation des milieux granulaires ou dans des phénomènes d'équations d'agrégation. Pensez à des problèmes de dynamique des populations, par exemple. Et le schéma, sous des hypothèses adéquates sur les différents termes en jeu, les arguments que j'indiquais à l'instant s'adaptent à des situations de ce style, donc ce qui correspond en termes d'ODP à des équations sous la forme d'hétéro égale div de ρ, gradient de U' de ρ, ce qu'on avait vu tout à l'heure, la partie non linéaire, le gradient du potentiel, et puis éventuellement un terme d'interaction donné par la convolution. Alors, il y a aussi d'autres exemples, je voudrais un peu en donner, tout dépend du choix de l'énergie que l'on prend. Je vais donner deux types d'extensions possibles, de variantes de ce genre d'équation d'évolution où le formalisme, le flow gradient dans les espaces de Wasserstein fonctionne. C'est un modèle de mouvement de foule qui avait été proposé par Bertrand Maury il y a quelques années, et ensuite que Bertrand a étudié notamment avec Philippot, et qui ont vu qu'il y avait une structure de flow gradient derrière. Donc imaginez une foule qui se déplace, dont la densité est donnée par une densité ρ. Cette foule a un objectif. Spontanément, elle voudrait minimiser un certain potentiel V. Donc, disons qu'elle se déplace dans la direction opposée au gradient de ce potentiel. Mais il y a une contrainte de congestion totale qui empêche la foule d'avoir une densité qui excède un certain seuil, disons 1. Donc, le dp à laquelle ça correspond, comme il y a une contrainte ρ plus petit que 1, il va y avoir un multiplicateur de Lagrange associé à cette contrainte, un champ de pression qui va être actif uniquement sur la zone saturée où 1 moins 1 ρ vaut 0, et qui s'exprime par le fait que dθ égale div de ρ grade V plus le gradient de cette pression. Okay. Et ça, c'est exactement le flot de gradient d'une énergie qui vaut l'énergie potentielle si la contrainte est satisfaite, et plus l'infini sinon. Donc c'est un exemple un peu singulier, mais qui rentre dans ce formalisme-là. Autre exemple, ou autre famille d'exemples, là je n'ai parlé jusqu'à présent que de fonctionnels qui ne contenaient pas le gradient de ρ, mais on peut imaginer des fonctionnels d'ordre 1, par exemple l'énergie de Dirichlet, et regarder ce que donne le flot de gradient dans ce cas-là. Donc évidemment, ça va donner lieu à des équations d'ordre 4. Donc si l'on prend effectivement l'énergie de Dirichlet, on obtient l'équation dite des films minces, donc dθ égale moins div de ρ, gradient de Laplacien ρ. Et on peut imaginer aussi des cas encore un peu plus singuliers, comme le cas d'une énergie qui est donnée par l'information de Fischer, comme ici, la norme H1 au carré de racine de ρ, qui correspond à l'équation dite de dérive diffusion quantique, qui est ici. Donc vous voyez, quatrième ordre et pas mal de singularités, une équation assez fortement non linéaire. Bien. Alors, voilà pour quelques exemples. Il y en a d'autres. Hein, je ne veux pas du tout être exhaustif ici. Maintenant, vous avez vu que ce qui semble jouer un rôle assez naturel, c'est ce schéma de minimisation type JKO, ce schéma de l'air implicite, mais à la sauce, entre guillemets, Wasserstein. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est raisonnable pour des énergies E, disons, peut-être pas trop compliquées, d'en faire une méthode effective de calcul, sachant qu'évidemment, on va devoir répéter ce problème de minimisation un grand nombre de fois. D'accord ? Alors, je vais mettre de côté, il y a un cas qui est assez simple, et disons qui est beaucoup plus simple, et dont je ne parlerai pas, c'est le cas de la dimension 1. En dimension 1, on ne sent pas vraiment l'effet de la géométrie, l'effet de la métrique de Wasserstein, parce qu'en dimension 1, essentiellement, la distance de Wasserstein entre deux mesures, c'est la norme L2 entre les réarrangements ou les inverses des fonctions de répartition. Donc il y a une espèce d'isométrie entre l'espace de Wasserstein en 1D et un cône convexe qui est celui des fonctions croissantes sur 0,1. Donc la géométrie n'est pas extrêmement compliquée.
Bon, maintenant, en dimension supérieure, est-ce que, oui ou non, on peut résoudre ce genre de problème, donc de type JKO? Alors, première méthode dont je vais parler, qui est une méthode lagrangienne, c'est issu d'un travail qu'on a fait avec Jean-David, Édouard Houdet et Quentin Mérigot, consiste, donc là, je vais juste me le passer sur le problème, sur une période de temps, donc il n'y a plus de taux dans le problème que j'ai écrit, donc on se donne une mesure mu, on cherche une mesure nu qui minimise la distance au carré à mu plus une énergie E qui a la forme un peu canonique que j'avais donnée tout à l'heure, donc une énergie interne plus une énergie potentielle plus une énergie d'interaction. D'accord? Bien. Alors, évidemment, la difficulté, c'est la distance de Wasserstein au carré, mais j'indiquais tout à l'heure, grâce au théorème de Broglie, on sait que l'optimalité dans le transport optimal, c'est donné par le fait que nu doit être l'image de mu par le gradient d'une fonction convexe. Donc, il peut être tentant, c'est une idée assez naturelle, au lieu de chercher nu, de chercher un gradient de fonction convexe et de remplacer nu par la mesure image. Donc, c'est ça un peu le point de départ de cette méthode. Donc, c'est un problème ici de minimisation sur des fonctions convexes. J'indique aussi qu'on a des contraintes éventuellement sur le gradient. Hein. On peut avoir c'est un peu comme une contrainte sur l'état, une contrainte de cible. On cherche aussi à transporter un domaine donné prescrit X sur un domaine cible Y. Ça peut être le même, mais ça peut être un domaine différent. Qui minimise donc la distance de Wasserstein au carré. Prend une expression beaucoup plus simple, c'est une espèce d'énergie de Dirichlet, vous voyez. Ça, c'est fait pour, ce changement de variable est fait pour. Par contre, l'énergie, il va falloir regarder un peu plus en détail. L'énergie, c'est l'énergie de l'image de mu qui nous est donnée par le gradient de U. Alors, tous les termes type énergie interne, énergie potentielle et énergie d'interaction s'expriment bien par rapport à U. C'est juste des intégrales ou des intégrales multiples. C'est convexe si V et W sont convexes, il n'y a pas de problème. Le terme dont il va falloir s'inquiéter, évidemment, c'est le terme d'énergie interne, celui qui faisait intervenir la densité de la mesure image. Alors, pour fixer les idées et pour voir un peu la forme que ça a, pensez que U est une fonction convexe régulière, disons, dont le gradient est un difféomorphisme. Et donc le fait que nu soit l'image de mu par le gradient de U s'exprime par cette équation de Monge-Ampère. Donc si vous écrivez l'énergie interne, l'intégrale de U de nu de x dx, et que vous faites un changement de variable, tout simplement, vous vous trouvez avec une expression qui est l'intégrale de U de mu sur det de d2u, que multiplie déterminant de D2U. Donc c'est non linéaire et ça fait intervenir le déterminant hessien de manière très naturelle. Alors une observation qui est d'ailleurs qui remonte aux travaux de Robert McCann qui avait introduit la notion de displacement convexity, de convexité par déplacement, c'est-à-dire de fonctionnels qui sont convexes le long des géodésiques pour l'espace de Wasserstein. On peut voir assez facilement à partir de cette expression que si l'énergie interne U vérifie une condition de structure qu'on appelle condition de McCann parce que c'est lui qui l'a introduite initialement, condition de structure qui dit que l'application qui a R associe R à la puissance D, D c'est la dimension U de R à la puissance moins D, est une fonction convexe et décroissante, hypothèse qui est valide pour des fonctions puissances, mais aussi des puissances convexes, mais aussi des puissances légèrement concaves, jusqu'à D-1 sur D. Eh bien, sous cette condition-là, observant que l'application qui a une matrice positive, symétrique et positive, associe le déterminant de A à la puissance 1 sur D, ça c'est une application qui est concave, combinant les deux, vous pouvez voir que cette fonctionnelle, qui a une expression un peu compliquée, est en fait une fonctionnelle convexe. D'accord ? Bien. Alors, ça, c'est dans le cas régulier. Dans le cas pas régulier, on voit bien, on peut définir quelque chose qui, en général, n'est qu'une mesure. La mesure de Monge-Ampère associée à une fonction convexe pas forcément régulière, qui est définie de la manière suivante. Donc ça, c'est une idée assez ancienne, si on veut regarder je pense que ça doit remonter à Alexandrov. Et qui consiste à dire, étant donné un borélien,
Vous regardez la mesure de Monge-Ampère associée à une fonction convexe U appliquée à ce borélien, c'est juste la mesure de Lebesgue de l'image de ce borélien par le sous-différentiel, qui est donc une application multivoque. Hein, quand il y a des singularités, le sous-différentiel, c'est un ensemble convexe, mais qui n'est pas réduit à un point. Alors ça permet d'étendre, même de définir d'une certaine manière des solutions faibles ou des solutions à second membre mesure de l'équation de Monge-Ampère, et c'est une relaxation d'une certaine manière de l'opérateur déterminant du hessien. Donc le problème auquel on va s'attaquer maintenant, et voir comment le discrétiser de manière consistante, consiste à minimiser parmi toutes les fonctions convexes dont le gradient vit dans une cible donnée, donc ça c'est encore pas trop compliqué, une fonctionnelle donc, que j'appelle J de U, qui est la fonctionnelle, la distance de Wasserstein au carré, plus l'énergie mesurée en la mesure image. Donc on va tout discrétiser, on va remplacer la mesure mu par une mesure discrète, on va se placer on va se donner un ensemble fini de points dans l'ensemble source X, que je vais noter P, cet ensemble de points. La mesure initiale, on va la discrétiser par somme des mu P, masse de Dirac en P, une mesure discrète. Et puis maintenant, on va commencer à regarder un peu les objets, la fonctionnelle, au niveau discret. Alors, la convexité discrète, il n'y a pas trop de problème, on va introduire un ensemble de fonctions convexes discrètes et éventuellement leur gradient associé à cette famille finie de points comme étant les familles U de P et G de P définies en chaque point de l'ensemble fini P, qui vérifient des inégalités, disons, de type sous-gradient. C'est-à-dire que ce G de P définit un hyperplan d'appui à cette espèce de nuage de points au point P. Alors déjà, ça, c'est pas très agréable, cette condition de convexité au niveau discret, parce que ce sont des contraintes linéaires, mais vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a autant que par couple de points. Donc si vous avez P points, vous allez avoir P carré contraintes linéaires à prendre en compte. Et ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que le pire est à venir. Il va falloir discrétiser l'énergie interne. Vous vous souvenez, celle qui faisait intervenir le déterminant hessien. Donc on s'attend, une fois qu'on en est là, on pourrait être tenté d'avoir envie de rebrousser chemin assez vite. Alors, regardons les termes qui sont faciles à exprimer. La distance de Wasserstein au carré, ça devient juste une expression quadratique par rapport à ce gradient discret. L'énergie interne, l'énergie d'interaction, pas de problème, c'est juste des sommes ou des doubles sommes. Maintenant, évidemment, on ne peut pas utiliser cette notion de gradient discret pour calculer l'énergie interne qui ne fait sens que pour des mesures absolument continues. Donc l'idée est maintenant la suivante, c'est de se dire comment à partir d'une fonction convexe discrète reconstituer de manière naturelle un analogue absolument continu de la mesure de Monge-Ampère ou de la mesure image par le gradient. Alors l'idée est la suivante. Alors, prenez donc une fonction convexe discrète, convexe sur l'ensemble P. Imaginez que vous puissiez la prolonger en prenant une espèce d'enveloppe convexe. Et maintenant, regardez en chaque point de la grille, en chaque point P de discrétisation, on va définir l'opérateur de Monge-Ampère en ce point-là comme étant, en gros, la mesure d'une cellule qui est le sous-différentiel de cette extension. Donc j'appelle VP la cellule dans l'espace d'arrivée Y qui est le sous-différentiel, donc c'est une cellule convexe, qui est le sous-différentiel de cette extension au point P. Alors ça peut paraître un peu compliqué, en réalité ça ne l'est pas, parce que cette cellule, c'est juste l'intersection du domaine cible Y avec ce qu'on appelle les cellules du diagramme de Laguerre associées à la fonction U. Et le diagramme de Laguerre qui vous est donné ici, donc c'est le sous-différentiel au niveau discret, c'est quelque chose qui se reconstruit
si vous connaissez les valeurs de U au point discret, c'est quelque chose qui se reconstruit linéairement en temps linéaire par rapport au nombre de points, enfin en temps presque linéaire, en temps P log P. Donc ça, il y a des algorithmes bien connus de géométrie algorithmique qui vous permettent de construire ça très facilement. Donc en fait, c'est des objets qu'on peut manipuler. D'accord ? C'est des objets qu'on peut manipuler. Alors, dire que U est convexe au niveau discret, c'est évidemment dire que U est sous-différentiable en chaque point, c'est dire que ces cellules VP sont non vides. Et puis, la remarque est peut-être plus importante, c'est que dire que U est dans l'intérieur de cet ensemble de fonctions convexes discrètes, c'est exactement dire que ces cellules ont de l'intérieur, sont non dégénérées. Donc, c'est dire que toutes ces cellules, et donc toutes les mesures de Monge-Ampère en chaque point P, est strictement positive. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on va faire numériquement à partir de ce genre d'idée, c'est plutôt de faire une approximation interne et de remplacer le grand nombre de contraintes de convexité linéaire juste par le fait que la mesure de ces ensembles-là, de ces ensembles VP, doit être strictement positive. Et en plus, c'est même mieux que ça, j'anticipe sur le transparent d'après, l'énergie interne que l'on va discrétiser, sa finitude cette énergie interne va agir comme une barrière à la contrainte de convexité. C'est-à-dire le fait que cette énergie interne soit finie implique automatiquement le fait que ces cellules de la guerre aient de l'intérieur. Bien. Alors, voilà, donc définition d'une mesure-image absolument continue, donc qui va pouvoir être utilisée pour évaluer l'énergie interne. Donc donnez-vous une fonction U, alors à l'intérieur de cet ensemble de fonctions convexes discrètes sur un ensemble discret P. Vous calculez les sous-différentiels ou les cellules de la guerre. Vous regardez la mesure uniforme sur cette cellule de la guerre et vous allez multiplier et vous allez regarder. C'est comme si vous étaliez uniformément la masse qui était au point P, la masse mu P, vous l'étalez complètement uniformément sur le sous-différentiel. Alors maintenant, on peut définir donc l'énergie de cette mesure-image absolument continue. Sous les mêmes conditions et pour les mêmes raisons que ce que j'évoquais, c'est-à-dire la condition de McCann, c'est une fonctionnelle qui est convexe en fait par rapport à U. Et si la fonction U est surlinéaire, vous voyez que si cette quantité qu'on étend par plus l'infini au bord, et ça va, si U est surlinéaire et convexe, cette extension est SCI, bien vous voyez que cette fonction agit comme une barrière à la convexité. Donc ce qui paraissait un obstacle au début, qui était cette forme compliquée de l'énergie interne qui faisait intervenir le déterminant hessien, en fait ça va nous sauver. Parce que les contraintes ont un peu disparu, dans la minimisation de U lui-même, on va rester à l'intérieur de la contrainte. Et puis, chose sur laquelle je ne vais pas beaucoup insister, mais c'est des objets qu'on peut calculer. Les mesures de Monge-Ampère font intervenir le diagramme de la guerre, mais on peut aussi s'amuser à calculer les dérivées premières et secondes de c'est des tenseurs qui sont extrêmement creux, qui ne font intervenir que, en gros, des cellules adjacentes ou des cellules qui ont des propriétés assez spéciales. Donc, c'est des structures très creuses qui font qu'en fait, on peut utiliser pour la minimisation du problème discret des méthodes de Newton. Okay. Alors, quid de la convergence? Donc, le problème discret consiste donc à chercher des fonctions convexes au niveau discret qui minimisent donc, la distance de Wasserstein au carré à une mesure donnée. Donc, ça, c'est juste un critère quadratique, plus notre énergie potentielle où on a utilisé la mesure discrète, la mesure absolument continue, pardon. Et on utilise plutôt le gradient classique défini par des contraintes linéaires pour mesurer les termes, disons, les plus simples, c'est-à-dire l'énergie interne et l'énergie d'interaction. Donc, et il s'agit de problèmes convexes quand ils sont convexes au niveau continu. Alors, sous des hypothèses assez générales, on a un résultat de convergence. Si vous approchez votre mesure mu par des mesures discrètes mu-pn, comme précédemment, eh bien, les mesures absolument continues que vous obtenez par minimisation des problèmes discrets et en reconstituant des mesures absolument continues avec cette mesure image absolument continue, ben c'est effectivement une suite minimisante pour le problème continu. Okay.
Alors, je ne rentre pas sur les détails d'implémentation, mais qui sont assez complexes. C'est vraiment grâce à l'apport de Quentin Mérigot, qui est un expert de géométrie algorithmique, qu'on arrive à mettre ça en œuvre. Mais disons que j'ai indiqué qu'il fallait reconstruire ce diagramme de Laguerre pour calculer la mesure de Monge-Ampère au niveau discret. Mais après c'est à peu près les coûts pour calculer les dérivées premières et secondes sont du même ordre. Quand vous avez fait ce travail-là, ça ne coûte pas beaucoup plus cher de calculer le gradient et la Hessienne de la fonctionnelle. Alors, je vais peut-être vous montrer quelques images où je montrerai toutes les simulations à la fin. OK. Donc, ça, voilà pour ce qui était de cette méthode, qui est d'ailleurs l'analogue de ce que les gens font en dimension 1 en utilisant le transport optimal. En fait, j'ai super peu de temps, donc je vais... excusez-moi d'avoir pris autant de temps. Je vais pas vous parler de régularisation entropique, tant pis. Je vais vous parler voilà, d'une méthode qui est extrêmement proche, qu'en fait est d'ailleurs quasiment la même chose que ce que Yann et Jean-David avaient fait pour résoudre numériquement le problème du transport optimal. Donc je vous rappelle le point de départ, c'est cette formule, disons, riemannienne entre guillemets, qui vous dit que la distance de Wasserstein entre deux mesures, c'est l'infimum de l'énergie cinétique sur tous les couples ρV qui sont régis par l'équation de continuité. Alors en fait, c'est un problème de minimisation convexe. Vous faites un changement de variable, vous changez ρV, vous l'appelez M, c'est la variable de moment. Évidemment, il faut faire attention, M doit être divisible par ρ, donc ça va se voir dans la fonctionnelle. Donc si vous écrivez maintenant V de ρ, ça devient M2 sur ρ, si ρ est positif, et puis évidemment, vous l'étendre par plus l'infini si vous ne satisfaisez pas les contraintes naturelles associées au problème, donc la positivité de la masse, ou le fait que M est divisible par ρ, c'est-à-dire que si ρ vaut 0, M doit valoir 0. Donc ça, c'est une fonctionnelle qui est convexe SCI, qui est homogène de degré 1. Et le problème de Benhamou-Breuiller consiste à minimiser parmi les couples ρm qui sont à divergence nulle en Tx, donc c'est une contrainte linéaire, l'intégrale de cette fonctionnelle phi de ρ et de m. Donc c'est un problème de minimisation convexe. Alors, ok, donc c'est une fonctionnelle convexe homogène de degré 1. On voit que dans le dual va intervenir une contrainte. Une fonctionnelle convexe homogène de degré 1, c'est la fonction d'appui d'un certain ensemble. Ici, l'ensemble en question, c'est juste une parabole. Donc phi de ρm, c'est la fonction d'appui de la parabole A plus 1 demi de B2 est négatif. Et ce qu'on peut voir, c'est que donc, une étape de JKO avec une énergie E revient, ça ne coûte pas tellement plus cher de rajouter une énergie à la fin, une énergie, disons, convexe. C'est la même chose que minimiser parmi les courbes, parmi les mesures sigma égale ρm, l'intégrale en temps et en espace de phi de sigma, plus tau fois, désolé, ça fait beaucoup de taux dans mon transparent, donc imaginez que celui-là n'est pas là, plus l'énergie à l'instant final, la contrainte étant que la divergence de sigma en Tx est nulle et que, évidemment, la condition initiale ρ au temps 0 vous est donnée. Alors, il y a une formulation duale qui consiste à, bon, je n'insiste pas sur les détails, qui consiste à chercher un potentiel qui doit être une sous-solution de l'équation d'Hamilton-Jacobi, d'une certaine manière, ça correspond, c'est le pendant dual de la parabole que l'on avait vue tout à l'heure. Donc parmi les fonctions phi qui vérifient dt phi plus 1 demi de phi au carré, grade phi au carré est négatif, on cherche celle qui minimise un terme initial, un terme linéaire qui ne fait intervenir que phi au temps 0, plus un terme qui, lui, dépend de l'énergie que l'on prend, qui fait intervenir sa transformée de Legendre à l'instant 1. Okay, donc, tout ça, c'est aussi un problème de minimisation convexe. Remarque que j'aurais dû faire, c'est un cas très particulier de jeu à champ moyen.
où il n'y a pas de... La contrainte, c'est la même que dans les jeux de champ moyen déterministes, c'est l'équation de continuité, et c'est donc un cas particulier. Alors, je vais essayer d'aller vite pour vous montrer quand même quelques simulations. L'idée est qu'on va formuler ce problème-là comme un problème de poincelle. Tout le travail, d'ailleurs, avait été fait dans le cadre du transport optimal par Yann et Jean-David. Hein. Donc là, c'est vraiment de la transposition. Allez juste regarder les petits détails qui peuvent changer. Qui consiste à... Alors, on réécrit donc le problème dual, le problème sur le potentiel sous la forme minimisée f de phi. Donc f, c'est une fonction linéaire plus g de q. Et il y a une contrainte qui est que q égale lambda phi. Et lambda phi, ça contient les dérivés de phi, mais aussi la valeur du potentiel à la fin. Donc c'est un opérateur linéaire. Et on va évidemment chercher un poincelle d'un certain Lagrangien. Vous allez mettre un multiplicateur de Lagrange sigma associé à la contrainte lambda phi égale q. Vous allez chercher un poincelle du Lagrangien correspondant. Tout ceci est un peu formel parce qu'il n'est pas du tout clair que le problème continu et un poincelle. En plus, là, on écrit tout comme si on était dans L2. Ce n'est pas du tout le cas. Les mesures sont des mesures. Les potentiels sont des fonctions. Pour multiplier les mesures par les dérivés du potentiel, il faudrait que le potentiel soit C1. Et ça n'a absolument aucune chance d'être le cas. Donc, pensez qu'ici, on a déjà discrétisé complètement le problème. Auquel cas, le problème d'existence d'un poincelle n'est pas un problème. Donc, on va regarder, on transforme ce problème d'optimisation en un problème de poincelle pour le Lagrangien, donc, qui est la fonctionnelle que l'on avait au départ, plus le multiplicateur fois la contrainte, plus ça ne mange pas de pain, et c'est ça qui l'intérêt des méthodes de Lagrangien augmenté, ça ne change pas les poincelles, plus un terme quadratique qui va régulariser le problème. Donc le problème consiste à trouver un inf sup, inf en phi et q et sup en sigma de ce Lagrangien augmenté. Alors, l'algorithme ALG2 de Glowinski et Fortin, qui est en fait très lié à l'algorithme de splitting de Douglas-Ratchford, consiste à minimiser d'abord en phi, donc ça va être un problème elliptique linéaire, parce que f, je l'ai dit, c'est linéaire, lambda phi, c'est des dérivés au carré, donc ça va être un problème elliptique linéaire. La deuxième étape va consister à minimiser en q, mais dans q, il n'y a plus d'opérateur différentiel, donc c'est un problème de minimisation point par point. Et le troisième problème, c'est juste faire une montée dans la direction du gradient par rapport à la variable sigma, et ça, c'est complètement explicite. D'accord ? Donc seules les étapes 1 et 2 méritent un petit peu d'explication. L'étape 1, donc je l'ai évoqué, c'est juste un problème elliptique en t et x, ça s'implémente très bien par exemple avec FreeFEM. Et l'étape 2, c'est celle qui va dépendre de l'énergie que vous avez au départ et qui est, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, peut-être deux remarques, deux extensions possibles au cas de système. Dans la minute qui reste et avant que je vous montre des simulations, je voudrais aussi mentionner le fait qu'on peut adapter ce genre d'idée au cas de système. Il n'y a pas de raison d'avoir une seule espèce de particule. Là, j'en ai écrit un qui couple deux espèces ρ1 et ρ2, non pas dans la diffusion, mais dans des termes d'interaction. Pensez à deux populations d'animaux ou d'humains qui se courent après. Il y a des effets des petits garçons, des petites filles dans une cour de récréation, quelque chose de ce genre. Et donc le couplage se fait uniquement avec des termes très réguliers qui sont donnés par des convolutions. Alors ça, ce n'est pas un flot de gradient. Le seul cas où c'est un flot, pour être un gradient, il faut de la symétrie quelque part. Le seul cas où c'est un gradient, c'est le cas où le potentiel exercé par 2 sur 1 est en gros le même que celui exercé par 1 sur 2, c'est-à-dire U de 1 égale U de 1 égale U1 2. Donc le cas où il y a une population qui est attirée par l'autre, mais l'autre est repoussé par la première, ne rentrera jamais dans ce cas. Néanmoins, c'est des termes de couplage qui sont réguliers. Et donc on peut, et c'est des choses qu'on avait regardées avec Maxime Laborde, on peut très bien adapter le schéma JKO de façon semi-implicite, c'est-à-dire que les termes potentiels, vous figez, vous calculez le potentiel à l'étape d'avant et vous faites tourner
l'algorithme que je détaillais tout à l'heure pour JKO, mais sur les deux espèces où on a figé le potentiel à l'étape d'avant. Autre exemple que l'on peut donner, c'est les mouvements de foule à la Mori Sant'Ambrogio, mais avec plusieurs espèces. Si vous regardez une foule, c'est forcément disparate. Il n'y a pas de raison que le potentiel soit le même pour tout le monde. Donc imaginez plusieurs populations, des gens pour lesquels le potentiel est minimal, je ne sais pas, dans les magasins de chaussures, des gens pour lesquels le potentiel est minimal dans les restaurants, et 1 et 2. Donc a priori, ils ont des dynamiques qui sont indépendantes, sauf que non. On a encore cette contrainte que la densité totale doit rester plus petite que 1, disons, sans quoi il se mettrait à étouffer. Donc le couplage, encore une fois, se fait par un terme de pression P. Vous voyez, le seul terme de couplage, c'est le gradient de pression qui est commun à ces deux équations d'évolution et qui est pression qui n'est active que sur la zone saturée, ρ1 plus ρ2 égale 1. Okay. Alors ça c'est un flot gradient, pour le coup, dans l'espace produit, qui correspond, j'ai pris des diffusions linéaires pour simplifier, mais bon, on pourrait prendre des diffusions non linéaires. C'est un flot de gradient, et sa discrétisation JKO consiste à minimiser le même type de problème qu'avant. Il y a juste un couplage qui intervient via la contrainte ρ1 plus ρ2 plus petite que 1. Mais les calculs se font exactement de la même manière et peuvent se faire par Lagrangien augmenté. Alors, je vais vous montrer quelques simulations. Alors est-ce qu'on y voit déjà, pour commencer? Ouais. Alors voilà, alors ça c'est par la méthode lagrangienne que j'avais mentionné au début. C'est un modèle de mouvement de foule, donc vous voyez des gens qui sont, au départ, il faut penser à un stade, une salle de cinéma, ils sont dans des petits carrés comme ceci, et puis il y a un potentiel, là, on se voit presque à l'œil nu, c'est quelque chose comme la distance à la porte qui se trouve sur la partie droite de ce domaine. Bon, voilà ce que donne la méthode lagrangienne par discrétisation de Monge-Ampère. Ce que ça donne aussi, je voudrais vous montrer des exemples de diffusion non linéaire. Alors ça, c'est un exemple de diffusion, donc c'est une méthode complètement lagrangienne. Ça ne rentre pas tout à fait dans le cadre de convergence, on n'a pas de garantie de convergence dans ce cas-là qui correspond à une diffusion rapide, c'est un exposant plus petit que 1, de mémoire ça doit être 0,6, et voilà ce que donne la méthode, donc toujours à partir de la même condition initiale que vous visualisez ici. Et puis on va s'amuser à faire monter l'exposant pour aller vers des diffusions de plus en plus lentes. Donc là, c'est l'équation de la chaleur. Bon, ne souriez pas Pierre-Louis, utiliser ce genre de méthode pour l'équation de la chaleur, c'est juste histoire de vérifier un peu ce qui se passe. Et puis, milieu poreux, diffusion plus lente, m égale 2. Oui, j'en ai perdu un dans la m égale 3. Voilà. Alors, aussi, je voudrais montrer quelques simulations sur les derniers points que j'évoquais à la fin, le cas de système, donc par Lagrangien augmenté. Alors voilà, ça c'est le modèle à la Mori Sant'Ambrogio avec deux populations. Pour corser le tout, on a mis un obstacle au milieu. Donc vous voyez, les gens qui sont en haut à droite, ils veulent aller en bas à gauche. Les autres, c'est exactement le contraire. Au départ, la contrainte n'est pas saturée. C'est évidemment au milieu que la pression va s'exercer. Et donc on voit qu'au moment où les deux foules se croisent, c'est là qu'il y a une espèce d'élongation dans la direction, dans cette direction-là. Et voilà un autre exemple de système, donc là où le couplage est plus soft, c'est juste dans les termes d'interaction. Donc c'est trois populations donc, qui se courent gentiment autour, et puis il y a quand même pas mal de diffusion, ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne voit plus trop l'effet, mais enfin, en tout cas, au tout début, on voit bien qu'il y a une espèce de mouvement, et les populations se courent comme ceci autour. Voilà, excusez-moi d'avoir été si long, et j'ai complètement fait l'impasse sur les méthodes de régulation anthropique, mais bien. Merci.